On a le plaisir d'accueillir Benoît Renaud qui va nous parler de myopathie atypique, les différentes sources d'intoxication et comment gérer les risques. Benoît est diplômé vétérinaire de Liège, il a fait un internat, des assistanats au CIRAL en ophtalmologie, il a pratiqué en tant que vétérinaire sur le terrain et il est revenu à la recherche avec grand plaisir, semble-t-il. Et il travaille exclusivement sur la myopathie atypique à l'Université de Liège. Merci beaucoup de l'accueillir. Bonjour. Je vais commencer par vous dire que je fais partie du seul groupe de recherche au monde qui travaille à 100% sur la myopathie atypique des équidés, donc sous la tutelle du docteur Vaution. Donc on a cette chance de pouvoir faire ce travail-là. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les sources d'intoxication responsables de la myopathie atypique. Donc il y a des sources d'intoxication qui sont bien connues, il y en a d'autres qui le sont un peu moins, et je vais vous les détailler aujourd'hui. Plantons le décor. Donc la myopathie atypique des équidés, c'est une maladie, une atteinte musculaire, comme son nom l'indique. Elle touche les animaux en pâture de façon saisonnière. C'est une maladie qui a une évolution rapide. Dans les 3 jours, on a généralement une sortie de la maladie, mais elle reste largement mortelle puisque 75% des chevaux qui contractent la maladie en meurent. Elle est non contagieuse et elle est liée à des conditions de l'environnement. On y reviendra. Depuis 2004, il existe un réseau d'épidémiosurveillance de la myopathie atypique des équidés, donc qui a permis de récolter de grands nombres d'informations épidémiologiques, mais également des échantillons qui peuvent être sanguins, des échantillons de nécropsie, après en post-mortem, mais des échantillons aussi de terrain, donc des échantillons essentiellement végétaux. Depuis donc 2004, presque 3000 cas ont été récoltés, donc ça commence à avoir une belle banque de données. Au départ, donc, ces collectes étaient cantonnées à la France et à la Belgique, qui sont les pays initiateurs du réseau d'épidémiosurveillance. Et depuis 2006, le réseau a été étendu à toute l'Europe. Cet automne, donc 2018, nous avons récolté 386 cas. Donc ce sont des cas rapportés. C'est une déclaration qui est spontanée par les gens, qui n'est pas obligatoire, et donc on considère que ça ne représente que 10 à 20% des cas réels. C'est-à-dire qu'à l'automne 2018, on peut estimer à presque 2000 le nombre de chevaux qui ont contracté la myopathie atypique des équidés, et 1500 de ces chevaux en seraient morts. Les pays qui nous déclarent pour l'instant le plus, ça reste la France et la Belgique, puisqu'ils sont à l'origine du système de déclaration. Ça ne veut pas dire que 75% des cas de myopathie atypique sont en France et en Belgique. C'est juste un problème de déclaration. Les propriétaires et les vétérinaires français et belges sont davantage au courant de ce réseau et l'utilisent davantage. Je vais profiter du coup de cette carte. On ne voit pas très bien, mais il y a le Luxembourg qui est petit, en gris, à la frontière entre la France, la Belgique et l'Allemagne, donc à la frontière des 3 pays qui nous déclarent le plus de cas, a déclaré aucun cas en 2018, à l'automne 2018. C'est un biais, c'est-à-dire que notre message, notre système n'est pas bien connu des vétérinaires et propriétaires luxembourgeois. Donc on a un travail à faire au Luxembourg. Un autre cas un peu particulier, c'est la République tchèque, qui fait partie des vétérinaires qui nous déclarent le plus de cas. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de cas en République tchèque, c'est parce qu'on a eu des vétérinaires de République tchèque qui ont fait leurs études en France et en Belgique et qui sont repartis chez eux avec le message et qui le propagent. L'ensemble des données collectées, donc sur plus de 3000 cas, nous a permis d'établir un profil des animaux qui tombent malades. Ces animaux, ce sont des équidés, toute espèce d'équidés, donc c'est-à-dire chevaux, poneys, ânes et tous les hybrides qui peuvent en résulter. La race de l'animal et sa rusticité n'a pas de lien. C'est-à-dire qu'un poney Shetland pourrait tout aussi bien déclencher la maladie qu'un selle français. Les animaux qui tombent malades sont des animaux en pâture. Donc tous les animaux qui nous ont été rapportés étaient en pâture. Et pour 2018, j'ai pu expliciter donc les 1% qui étaient rapportés ne plus être en pâture au moment où ils ont déclaré la maladie. C'était 2 chevaux pour 2018 qui étaient rentrés depuis moins d'une semaine. Cela illustre en fait qu'il y a un petit phénomène d'accumulation. Ces chevaux-là ont passé suffisamment de temps en prairie avant pour accumuler la toxine qui a causé la maladie. L'âge, donc ces chevaux, c'est vrai que sur les premières séries de cas, on avait observé que l'essentiel des chevaux malades avaient moins de 3 ans, donc surtout des chevaux jeunes. Que les seniors, donc les plus de 20 ans, plus de 30 ans, étaient vraiment anecdotiques. Ce profil évolue, c'est-à-dire que si je le compare maintenant au nombre de cas par âge sur la session 2018 et sur les années précédentes, c'est beaucoup plus étalé. On retrouve des chevaux de tout âge. Et en regardant l'évolution des chevaux de moins de 4 ans, elle a diminué de moitié entre 2009 et 2018. Donc on n'a plus que 40% des chevaux qui maintenant ont moins de 4 ans. Et les seniors constituent quand même 10% des cas. Donc le message est que quel que soit l'âge de votre cheval, quel que soit l'âge du cheval que vous allez voir en consultation, il est susceptible de faire une myopathie atypique.
La myopathie atypique, donc, elle a été nommée atypique parce qu'elle ne ressemblait pas à celle qui était connue. Et les données collectées ont permis d'établir le profil des animaux, on vient de les voir, mais également de caractériser la maladie en elle-même. Elle est saisonnière, donc on a des cas qui surviennent à l'automne, des cas qui surviennent au printemps. Et lorsqu'on a des cas à l'automne, on a des cas au printemps. Lorsqu'on n'a pas de cas à l'automne, malheureusement, il n'y aura pas de cas qui suivront au printemps. Le rapport entre ces cas d'automne et printemps est plutôt stable. Il y en a moins au printemps, il représente environ un quart des cas de l'automne. Au niveau des conditions environnementales particulières, je l'ai abordé dans l'introduction, on a retrouvé dans 5% des premiers cas visités l'érable sycomore, qui a pu être incriminé dans la myopathie atypique. Et la toxine liée à cet arbre, l'hypoglycine A, avait été identifiée depuis 2013. Il y a d'autres arbres de la famille de l'érable sycomore ont été étudiés et avaient déjà été étudiés, notamment les arbres qui produisent le haquet, qui est un fruit de la Jamaïque, en haut, et le litchi, que vous connaissez tous. Ces deux fruits contiennent la toxine hypoglycine A, c'est-à-dire que vous, en consommant des litchis, vous retrouvez avec de la toxine dans votre sang, à des doses qui ne sont pas problématiques pour vous, vu les quantités que vous en mangez, mais quand même, elle est absorbée et se retrouve dans votre sang. Chez ces arbres et dans ces fruits, on retrouve non seulement de l'hypoglycine A, mais il est connu qu'on en trouve une toxine analogue à l'hypoglycine A, c'est-à-dire de structure équivalente, de répercussions équivalentes, le MCPG. Et cette année, il a pu être mis en évidence que le MCPG est lui aussi incriminé dans la myopathie atypique des équidés. Donc la nouveauté, c'est que non seulement il y a l'hypoglycine A, mais également le MCPG, une deuxième toxine. Les signes cliniques, je vais passer rapidement. Il n'existe pas de signes cliniques qui soient à 100% spécifiques de la myopathie atypique des équidés. C'est-à-dire qu'il va falloir combiner différents éléments de façon à pouvoir orienter le diagnostic vers myopathie atypique des équidés. Sur la vidéo du bas, parfait, elle est en route. Donc, ce cheval présente raideur, abattement, sudation, une tendance à vouloir se coucher. Donc, ce sont des symptômes qui sont fréquents en cas de myopathie atypique, mais qui pourraient tout à fait coller avec un épisode de colique. De façon plus représentative de la myopathie atypique, les urines sont teintées de brun chez 90% des cas. C'est ce qui se passe sur la vidéo en haut à droite, où on a une sonde urinaire qui permet de collecter de l'urine. Donc, ce n'est pas du sang là qui va couler, mais bien de l'urine teintée chocolat. Et donc, cette urine, au lieu d'être de couleur claire comme le flacon avec le bouchon rouge, se retrouve vraiment teintée. On parle de pigmenturie. D'un point de vue clinique, il y a un dernier élément que l'on retrouve fréquemment pour la myopathie atypique, c'est la tendance des chevaux, même très débilités, à continuer à s'alimenter. Donc, sur cette vidéo en gauche, vous avez un cheval en décubitus abandonné, complètement couché, mais qui continue à manger de façon quasi obsessionnelle. Nous venons de voir, donc, d'un point de vue environnemental, la myopathie est liée à l'érable sycomore. Et la source de toxines, celles qui sont connues quasiment de tous, c'est l'ingestion à l'automne des fruits de cet érable, donc les samars, qui contiennent une graine composant elle-même la toxine, et l'ingestion, pour les cas de printemps, des plantules qui ont poussé à partir des graines tombées au sol à l'automne. Mais en dehors donc, de ces ingestions sur la prairie, il existe d'autres sources de toxines qui vont pouvoir contaminer nos chevaux. Tout d'abord, les feuilles. On n'en parle pas souvent, les feuilles de l'érable sycomore, mais il avait déjà été montré qu'elles contiennent la toxine. Nous sommes amusés, entre guillemets, à comparer la teneur en toxine entre les feuilles et les samars des érables sycomores durant cet automne. Donc, je vous représente sur ce graphique à gauche en vert la fourchette des valeurs en toxines contenues dans les feuilles, et à droite, la fourchette des valeurs contenues dans les samars. Donc, il est évident, ça saute aux yeux, que les feuilles contiennent moins de toxines. Mais il a été possible de trouver des feuilles qui avaient une concentration équivalente à celle de samars, ou des samars qui étaient en des concentrations suffisamment faibles pour être au même titre que des feuilles. Donc les feuilles de l'érable sycomore ne peuvent pas être exclues et sont une cause supplémentaire d'intoxication et un risque supplémentaire de développer la myopathie atypique. Un érable sycomore adulte, c'est un gros arbre, donc il peut faire jusqu'à 25 mètres de hauteur, peut produire jusqu'à 30 000 samars par an. Et ces samars sont faits pour être disséminés à grande distance. Ils ont une forme d'aile portée par le vent. On considère généralement que dans un rayon de 400 mètres autour de l'arbre, on peut retrouver des samars. Donc il n'est pas surprenant de retrouver des fourrages, des foins qui ont été fauchés avec des samars. Ou même chose au printemps, de retrouver un foin qui a été fauché avec des plantules. Ce foin-là est contaminé. Ce foin-là contient de la toxine. Donc, il avait été déjà montré que la coupe ne suffit pas à détruire la toxine dans la plante et qu'une plantule coupée au sol pendant 15 jours reste toxique.
On a pu montrer que dans du foin conservé dans des conditions standards, pendant 3 ans, on retrouve encore de la toxine. Certes, elle a diminué, mais elle est toujours présente. Donc, ces fourrages contaminés participent à l'intoxication de nos chevaux et augmentent le risque de myopathie atypique. Par sa structure, la toxine hypoglycina est une petite molécule. Elle est très hydrosoluble, elle passe facilement à l'eau. Donc on s'est interrogé sur ces grandes quantités de samar qui tombent, s'il y avait une possibilité de contamination des eaux de boisson de nos chevaux. On peut imaginer que donc, ces samars qui tombent dans les flaques d'eau, dans les abreuvoirs, dans les systèmes de collecte d'eau de pluie, pourraient participer. Notre premier petit test a été de mettre un jeu de samar à macérer, 24 heures, dans de l'eau. Ces samars qui étaient entières, donc n'ont pas permis de faire passer de la toxine dans l'eau. Le deuxième lot de samar a été broyé vraiment grossièrement et au bout de 24 heures, il était possible de mesurer déjà la toxine dans l'eau. Donc la conclusion à tirer de cette diapositive, c'est que une samar qui est piétinée, qui est endommagée par le temps, qui est endommagée par l'humidité, qui peut être endommagée par les gels, le dégel, va laisser diffuser la toxine à l'eau. Et ces samars qui vont macérer pendant des jours, parfois des mois, dans une réserve d'eau de pluie qui sert à abreuver nos chevaux, vont participer à petite dose à l'intoxication. Je vais rapidement passer sur les fleurs. On n'en parle pas beaucoup. Les fleurs de l'érable sycomore, elles sont particulières, pourtant elles sont en grosses grappes. Donc, ce sont des inflorescences organisées. Et elles sont particulières au printemps, de tomber toutes ensemble. Donc, photo en bas à droite, vous voyez, il y a des feuilles et tout ce qui est au sol, ce sont des petites fleurs. Elles aussi se retrouvent facilement dans les eaux de boisson. On a renouvelé nos petits tests et dès 6 heures de macération, on retrouve déjà la toxine en quantité mesurable. Donc, ça va très vite. Et en 48 heures, la quasi-totalité de la toxine présente dans la fleur était dans l'eau. Donc ça a été une extraction vraiment efficace. On est allé un petit peu plus loin en s'interrogeant par curiosité sur le ruissellement. C'est-à-dire, est-ce que l'eau de pluie qui ruisselle sur une fleur est suffisante pour déjà prélever un peu de toxine et venir contaminer l'eau de boisson si c'est l'eau de collecte ou bien contaminer directement la prairie. Et là, juste le ruissellement n'a pas permis de mettre en évidence l'hypoglycina. Donc les feuilles ingérées, les contaminations de fourrage et les contaminations d'eau de pluie, même si ce sont des quantités de toxines qui sont très inférieures à la consommation directe des samars et des plantules en prairie, sont des sources d'intoxication secondaire et donc vont augmenter le risque de myopathie atypique. Je passe à la partie qui sans doute est la plus intéressante, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre de façon pratique pour tenter de diminuer le risque. Je vous ai parlé du temps de pâturage, de la pâture, c'est-à-dire que l'ensemble des animaux malades avaient accès à la pâture. On est allé se pencher un peu plus en profondeur sur la question et voir combien de temps ces animaux passaient en pâture. Et globalement, la grande majorité des chevaux qui ont été malades passaient plus de 6 heures par jour en pâture. C'est-à-dire que le fait de passer moins de 6 heures par jour en pâture est un facteur protecteur de la myopathie atypique des équidés. L'essentiel des prairies visitées, prairies dans lesquelles il y a eu des cas de myopathie atypique, étaient des prairies surpâturées et des prairies où les chevaux n'avaient pas de complément, ou en tout cas pas de complément au fourrage à volonté. Donc on conseille donc de garantir dans la mesure du possible une bonne densité en herbe ou de complémenter en fourrage et réellement à volonté. Les parcelles, dans une prairie, certaines portions de la prairie sont plus ou moins à risque. Je vais vous détailler un cas particulier qu'on a vu cet automne où il s'agissait d'une prairie en pente et donc la propriétaire avait une parcelle haute et une parcelle basse séparées par des érables sycomores. Les samars, dans leur chute, suivent la pente et les vents. Et donc la parcelle basse de cette dame était très contaminée et la parcelle haute était très peu contaminée. Il a donc été conseillé à cette dame de favoriser le pâturage dans la partie haute durant les périodes aristes de l'automne et du printemps. Ramasser les samars. Alors oui, ça fonctionne, c'est-à-dire que si on retire la source de toxine, il y a moins de chances que les chevaux l'ingèrent. Le problème du ramassage de samars, ça va dépendre de la taille de la prairie, parce qu'on ne s'imagine pas ramasser manuellement des samars sur 5 hectares. Et également le fait que les samars tombent en continu, ils ne tombent pas en un jour. C'est-à-dire que c'est un travail minutieux et quasi quotidien. On a des propriétaires qui nous ont décrit avoir utilisé donc, des aspirateurs broyeurs. Les plantules, les plantules aussi. On a pas mal de propriétaires qui les ramassent manuellement. C'est assez facile parce que la levée des plantules se fait avant l'herbe, entre guillemets. Et c'est une fois pour toutes. Elles se lèvent quasiment toutes en même temps, contrairement aux samars que vous allez devoir ramasser tous les jours. On se rend bien compte que sur des grandes surfaces, ce n'est pas possible. Donc nous avons étudié la tonte. Et je vous en ai déjà parlé, attention, les plantules qui ont été coupées, si vous les laissez sur place, elles restent toxiques, au moins 15 jours, et si on les fait sécher et qu'on les conserve, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il y a des conditions à cette tonte. Si on veut utiliser la tonte, elle doit être précoce, c'est-à-dire qu'il faut que la plantule meure une fois qu'on lui a coupé la tête. Elle doit être suffisamment basse de façon à couper la tête de la plantule. Et enfin, le produit de coupe doit être absolument évacué.
Actuellement, je vais vous présenter des résultats juste préliminaires sur l'utilisation donc de produits phytosanitaires sur les prairies. Donc, je suis pas là pour en vendre ni pour les promouvoir, juste pour vous dire que la recherche existe à ce sujet et qu'on espère pouvoir donner des solutions rapidement. Il y a certaines prairies où la tonte ne sera pas possible juste à cause du dénivelé ou de l'accessibilité. Je vous présente rapidement cette courbe qui nous montre sur la courbe du haut en jaune, c'est le nombre de plantules qui diminue spontanément en fonction du temps. C'est-à-dire sur 3 semaines dans une prairie, certaines plantules ne vont pas survivre. Courbe bleue du milieu, c'est une courbe avec traitement phytosanitaire. Courbe du bas, en bleu, courbe avec une coupe. Globalement, la tonte et le traitement permettent de diminuer de moitié le nombre de plantules qui va rester au bout de 3 semaines. Donc il y a une efficacité de ce traitement-là. Les choses qui nous restent à déterminer, c'est que là, je vous ai présenté un nombre de plantules. La toxicité de ces plantules-là est encore à estimer. C'est-à-dire que je ne sais pas si ma plantule en bas à droite, qui n'a plus de tête, elle est encore toxique, cette tige. Je ne sais pas si ma plantule à moitié coupée est encore toxique ou plus toxique que celle d'avant. Et je ne sais pas si ma plantule qui est en train de sécher liée à mon produit phytosanitaire est-elle toxique ou non. Ce sont des tests qui sont en cours et je pourrais vous les présenter, j'espère, l'an prochain. Couper les arbres, ce n'est pas la solution partout. Évidemment, un arbre isolé en milieu de prairie, seul, on peut envisager pour assainir une prairie. Si vous êtes entouré d'érable sycomore, ça ne paraît pas la solution adaptée à votre prairie. Et enfin, concernant les sources secondaires d'intoxication que je vous ai présentées aujourd'hui, nous conseillons l'utilisation d'eau de distribution et d'éviter les fourrages contaminés durant les périodes à risque, à l'automne et au printemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est seule une combinaison de plusieurs de ces facteurs protecteurs permettra de diminuer significativement le risque de myopathie atypique. Pour plus d'informations, le site du RESP a un onglet dans les maladies du pâturage concernant la myopathie atypique et c'est vraiment très bien fait. Je vous remercie. Merci Benoît, tu as dépassé un peu tes 15 minutes. Il nous reste donc 6 minutes pour prendre des questions. Bonjour, Pauline Montex du laboratoire NVVC. Alors, une Bonjour. question très courte. Est-ce que vous avez su estimer la quantité de samar qu'un cheval, on va dire lambda, de 500 kg devait ingérer pour tomber malade? Oui, j'ai une diapositive pour ça que j'ai masquée, c'était un peu long. Ça n'a pas été estimé pour le cheval, c'est-à-dire qu'il y a des études réalisées sur les rats, parce que la toxine hypoglycina n'est pas toxique que pour le cheval, elle est toxique pour l'homme, elle est toxique pour le rat, elle est toxique pour certains cerfs. Et donc il y a des études qui ont été mesurées chez le rat et qui ont permis de déterminer une dose maximale tolérée. Chez le cheval, il y a une dose qui a été calculée de façon transposée, c'est-à-dire que c'est juste un calcul pour adapter au poids et au métabolisme. Et je vais vous dire, attendez, je cherche ma dia. Et j'ai calculé par rapport au samar. Donc il n'y a pas de calcul, la valeur maximale tolérée pour le cheval, c'est une hypothèse par rapport à ce qui avait été calculé pour le rat. Donc c'est une transposition, ça reste très hypothétique. Et en niveau pour les samars de l'automne 2018, on est autour de 80 samars par jour et par cheval, et à peu près 120 plantules par jour et par cheval pour cette. Donc c'est très variable. C'est-à-dire que d'un arbre à l'autre, la quantité de toxines peut être doublée ou triplée. Et pareil, d'un moment de la saison à l'autre, la quantité est très variable. Donc là, c'est une moyenne que je vous donne sur les données collectées sur les arbres à l'automne 2018. J'espère que ça répond à votre question. Bonjour, Mathilde Dick, vétérinaire. C'était pour savoir si vous aviez des années où il y avait plus de production de toxines ou pas, s'il y avait une influence de la température ou de la pluviométrie. On n'a pas la réponse. C'est certain que d'une année sur l'autre, on ne sait pas quels éléments vont influencer exactement la toxicité, mais il est certain que la quantité de toxines varie d'une année sur l'autre. La quantité de fruits varie également. Comme tout fruitier, il y a des années entre guillemets avec et des années sans. Cette année, on a une année avec beaucoup de production de samar, donc ils étaient en très grand nombre. Ils étaient au niveau toxine plus ou moins équivalents à ce qu'on avait les années précédentes, mais il y a des variations. Alice Notelfer, vétérinaire chez NVVC. Je me demandais si cette toxine elle avait un effet cumulatif ou s'il y avait une toxicité aiguë principalement. Il y a une accumulation, c'est certain, puisque je vous ai dit, des chevaux qui sont en pâture et qu'on rentre ont un risque de déclencher la maladie durant les 5 à 6 jours après être rentrés au box. On a déjà eu des cas. On n'a jamais eu de cas de chevaux qui sortent en prairie et développent la maladie dans les 3 premiers jours, par exemple. Donc il y a une part d'accumulation, c'est certain. J'ai pas répondu complètement à votre question, je pense. Je vous vois perplexe.
Du coup, l'effet cumulatif, il est quand même assez rapide. C'est-à-dire que le cheval, il doit en manger pendant 2 semaines. Mais s'il a été exposé une année un petit peu, l'autre année un petit peu, est-ce qu'au bout d'un certain nombre d'années, il va... La cinétique, on l'a pas établie. C'est-à-dire qu'on a les données, mais elles sont pas encore analysées, savoir à quel rythme elle va être éliminée. Donc ça, on ne l'a pas pour la toxine. L'aspect cumulatif, il y est, c'est certain. L'élément déclenchant qui fait qu'un cheval exposé tombe malade ou qu'un cheval exposé reste sain, on ne l'a pas. D'accord. C'est ça qui nous manque. Et on sait où est-ce qu'elle se cumule? Dans quel organe elle se... On sait que donc elle est métabolisée, la toxine métabolisée, et en un composé qui va agir au niveau de la fonction mitochondriale en empêchant l'utilisation des acides gras comme source énergétique. Voilà. Donc c'est les répercussions qui créent la maladie au niveau musculaire, puisque ces muscles-là vont être non seulement en partie dégénérés par l'accumulation de graisse, mais également en stress énergétique. Je vous écoute. Et deuxième question, est-ce que d'un point de vue pronostic, les jeunes chevaux sont de meilleurs pronostics d'un point de vue survie par rapport aux vieux chevaux? Pour l'instant, on n'a pas du tout mis en évidence de facteur de l'âge sur le pronostic de survie. D'autres questions? En tout cas, bravo Benoît, parce qu'on lui avait indiqué 20 minutes, il a fait 17, donc il a été merveilleux, et puis c'est très intéressant. On voit qu'il est pointu sur le sujet, vous avez ses coordonnées, il ne faudra pas hésiter, et l'attraper aussi. Allez, aux pauses. Gilles Thiebaud, vétérinaire. J'ai encore juste une toute petite question. Il s'agit de toxines. Ces toxines, elles ne sont pas nées hier. Alors non. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de cas il y a 30 ans? Alors, la maladie est émergente, c'est certain. Donc, on a plusieurs hypothèses quant à l'émergence de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des prairies, là, 80% des prairies, chaque année, c'est stable. 80% des cas surviennent dans des prairies où il n'y a jamais eu de cas avant. Et pourtant, 80% des prairies, vos chevaux sont pas tous les ans dans de nouvelles prairies. Donc, il y a des prairies qui sont utilisées depuis des années avec des chevaux. Et il n'y a jamais eu de cas alors que les érables étaient déjà là. Les hypothèses sont plusieurs. La première, c'est le réchauffement climatique. L'érable sycomore est un arbre qui est très adaptable. Il s'adapte très bien au réchauffement. Et il est passé, en tout cas pour nos forêts belges, de la 5e position à la 4e position. Il a gagné un grade en nombre. Donc c'est un arbre qui occupe davantage d'espace. C'est une population d'arbres aussi qui est vieillissante. Est-ce que les érables sycomores plus âgés produisent plus? On n'a pas encore la réponse. Mais ça fait partie de nos pistes de recherche. Oui. J'aimerais bien vous donner la solution, mais je ne l'ai pas.